avec nous sur i24 News, c'est le morning et on démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. Le grand titre à la une de la presse israélienne ce matin, c'est évidemment la visite de Netanyahou aux États-Unis et la rencontre hier soir à la Maison-Blanche avec Barack Obama. Et oui, pour danser le tango, vous savez, Barbara, il faut être trois. Les États-Unis et Israël le dansent déjà, reste à savoir si les Palestiniens le danseront aussi. C'est par ces propos quelque peu imagés sur le tarmac de l'aéroport de Washington que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a entamé sa visite aux États-Unis. Mais lors de sa rencontre hier avec le grand chorégraphe Barack Obama, Netanyahou s'est entendu dire que pour respecter la mesure de la danse, il lui faudra justement prendre des mesures difficiles. Faute de quoi, écrit Shimon Schiffer dans les colonnes du quotidien qu'en tirage Yediot Ahronot, ce pourrait bien être pour Netanyahou le dernier tango à Washington avant que les Américains ne l'envoient valser, permettez-moi l'expression. Le tango, cette danse d'improvisation où les partenaires marchent ensemble vers une direction impromptue à chaque instant. Oui, le tango, c'est pas très gracieux quand personne n'y met du sien. On se marche sur les pieds. Même le virtuose John Kerry au piano ici semble y perdre les pédales sur cette caricature signée Guy Morad dans le Yediot. Alors moins pessimiste, le quotidien pro-gouvernemental Israël Hayom estime pour sa part que lors de sa rencontre avec Netanyahou, Barack Obama a tout simplement changé de ton. Et oui, après son entretien publié à Bloomberg dans lequel il critiquait les positions récalcitrantes de Netanyahou, vient le temps des compliments. Nous n'avons pas de meilleur ami qu'Israël, a déclaré Obama dans la chambre ovale. C'est donc une information du Israël Hayom. Mais si Obama a changé de ton, tempère quelque peu le journal de gauche Haaretz, c'est uniquement devant les caméras car Obama est préoccupé par la crise ukrainienne et il ne veut pas s'encombrer d'une nouvelle confrontation médiatisée avec son hôte israélien. Voilà pour les journaux israéliens. La presse palestinienne, elle traite comment de cette visite ? Écoutez, la visite est quelque peu occultée par le El Hayat El Jadida, c'est un journal palestinien, La Nouvelle Vie, qui préfère titrer sur le décès du poète palestinien Ibrahim Mohamed Salah, alias Abou Arab, disparu à l'âge de 83 ans à Homs des suites d'une longue maladie. La visite de Netanyahou est en revanche figure en bonne place sur le site d'information gouvernemental Al-Quds Jérusalem. Ce que le journal gouvernemental palestinien retient ce matin, c'est que le président Obama a exhorté Netanyahou à prendre des décisions difficiles, des concessions d'autant plus douloureuses que les mises en chantier de logements juifs en Cisjordanie ont augmenté, accuse le journal, de 123%. C'est donc le chiffre de l'augmentation qu'ont connu en 2013 les constructions dans les implantations juives. C'est un rapport du Bureau israélien des statistiques relayé donc ce matin par le Al-Quds. Et puis le Jérusalem Post se fait l'écho de la rencontre hier à Ramallah entre Mahmoud Abbas et Zehava Galon, la chef de file du parti de gauche Meretz. L'occasion pour le raïs palestinien d'annoncer qu'il mettrait fin aux pourparlers si l'accord cadre promu par les Américains ne donnait pas satisfaction aux Palestiniens. Selon le journal israélien en langue anglaise, Abbas a posé deux préalables à la poursuite des négociations avec Israël, le gel de la construction en Cisjordanie et la libération de plus de prisonniers. Allez, on ferme cette revue avec deux articles plus légers qui ont retenu votre attention ce matin dans la presse israélienne. Et oui, Barbara, une information qui va sans doute faire plaisir à tous ceux qui nous regardent et qui, comment vous dire, ont du mal à joindre les deux bouts, aux téléspectateurs aux fins de mois difficiles. En 2014, Barbara, les milliardaires sont plus nombreux et plus riches dans le monde. Bill Gates arrive en tête du classement Forbes des plus grandes fortunes du monde et le Israël Hayom apprend ce matin que 18 Israéliens figurent sur cette liste avec en tête Eyal Ofer. Eyal Ofer, vous savez, c'est le fils du défunt magnat du transport maritime Sami Ofer qui est placé à la 191e place de la liste avec un capital personnel estimé à 7 milliards de dollars. Et puis on referme cette revue avec une note un brin nostalgique. C'était pour jour, il y a 48 ans, le 4 mars 1966, John Lennon déclenchait une polémique en affirmant que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Merci beaucoup Cyril, voilà. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le morning, vous êtes sur i24 News, nous sommes le mardi 4 mars, voici les grands titres de l'actualité. Le président russe s'est mué en chef de guerre 48 heures après l'entrée de son armée en Ukraine. Dans la région orientale et en Crimée, de nouvelles bases militaires ukrainiennes sont également encerclées ce matin. 16 000 soldats russes se trouvent désormais sur le sol ukrainien. La rumeur d'un ultimatum russe à l'adresse des Ukrainiens a été démentie, aucun incident n'a été signalé cette nuit. Et sur le front diplomatique, les Occidentaux accentuent la pression sur la Russie. Les États-Unis suspendent leur coopération militaire avec Moscou. Washington et Bruxelles menacent par ailleurs les Russes de sanctions économiques.
Voilà, direction à présent la Maison-Blanche. On vient de l'évoquer, 3 heures d'entretien hier soir entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Le président américain a appelé le Premier ministre israélien à prendre des décisions difficiles pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. De son côté, Benjamin Netanyahou a estimé que, contrairement à son pays, les Palestiniens n'avaient pas fait le nécessaire dans ce dossier. Et on en vient à cette rencontre Netanyahou-Obama. C'est le grand titre de l'actualité de ce mardi. Elle s'est terminée il y a quelques heures à la Maison-Blanche. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Maxime Pérez. Après une première journée d'entretien à la Maison-Blanche et au Capitole, c'est à la fameuse convention de l'AIPAC qui est attendue ce mardi. Benjamin Netanyahou, le puissant lobby pro-israélien de Washington, achève sa célèbre convention annuelle. Une tribune exceptionnelle pour Benjamin Netanyahou avant son départ pour la Silicon Valley américaine dans l'ouest du pays. Une allocution attendue face à la communauté juive américaine arrivée pour l'occasion de tous les États-Unis. La conférence de l'AIPAC est d'abord une célébration de l'alliance israélo-américaine, mais elle va permettre au Premier ministre israélien de réaffirmer ses positions sur la question du nucléaire iranien, très cher d'ailleurs à l'AIPAC, et bien sûr le processus de paix avec les Palestiniens, deux sujets qui ont d'ailleurs été longuement abordés par le secrétaire d'État américain John Kerry ce lundi soir à la tribune de l'AIPAC, et à ceux qui redoutaient des crispations entre Jérusalem et Washington, eh bien John Kerry est venu rappeler l'engagement total et indéfectible de son pays à la sécurité d'Israël dans l'optique des négociations en cours avec l'Iran et les Palestiniens. Un discours somme toute très positif et même idéal pour Benjamin Netanyahou avant son allocution ici à l'AIPAC. Et on parle de cette visite américaine de Netanyahou avec vous, Meir Rosen. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Washington. Alors Netanyahou a accusé hier à la Maison-Blanche les Palestiniens de ne pas en faire assez. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Tout d'abord, je dois vous dire une chose, ayant une expérience d'une quarantaine d'années avec les visites des premiers ministres israéliens à Washington, c'est déjà un processus très connu. 24 heures avant l'arrivée du Premier ministre israélien à Washington, le président donne une interview dans laquelle il est très dur à l'égard d'Israël. Ça s'est passé avec Clinton, ça s'est passé avec Carter, ça s'est passé avec le président Reagan. Pour adoucir le ton ensuite ? C'est-à-dire, tant que l'avion n'a pas encore atterri, on attaque le Premier ministre israélien. Mais quand cette visite a été préparée, on ne savait pas que le président des États-Unis aura à résoudre un problème beaucoup plus grave. C'est le problème ukrainien. Et l'interview du président Obama dans laquelle il critique d'une manière assez dure le Premier ministre israélien en disant que le temps de faire la paix est compté, c'est-à-dire que nous sommes en train là de préparer une guerre si on n'arrive pas à un accord. Cette interview a été donnée jeudi. Or, entre-temps, Poutine a envoyé ses troupes en Crimée. N'oublions pas que depuis un moment, les États-Unis jouent un rôle secondaire dans les crises internationales en ce qui concerne la Syrie. La France était prête et était sûre que les États-Unis allaient intervenir militairement. Ils ont envoyé des porte-avions et M. Poutine a arrêté ce processus. Dans l'affaire iranienne, nous avons entendu une phrase qu'on n'entend plus. All the eventualities are on the table, c'est-à-dire nous serons prêts à intervenir physiquement, militairement en Iran. Or, en Iran, on a permis, et maintenant c'est public, on a permis à l'Iran d'enrichir l'uranium, ce qui n'était pas du tout la position des États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le Proche-Orient ? Est-ce que c'est la dernière carte internationale à jouer pour Obama ? Non, pas du tout. Et je prends le risque de dire le contraire de ce que la presse israélienne dit ce matin. Nous avons déjà entendu un des Palestiniens qui dirige ces négociations que ce n'est pas la fin du monde, que nous pouvons attendre. En plus, il y a deux éléments ici
qu'il faut prendre en ligne de compte. Tout d'abord, il y a une pression terrible sur l'autorité palestinienne d'obtenir la libération des terroristes qui ont du sang sur leurs mains, et la dernière libération doit avoir lieu au mois d'avril. Or, si les négociations sont arrêtées, il n'y aura pas de libération de prisonniers, et si l'autorité palestinienne ne change pas sa position concernant la non-reconnaissance d'Israël comme un État juif, Netanyahou aura beaucoup de mal à libérer encore des prisonniers. Il exige de Netanyahou d'autres concessions, d'aller encore plus loin sur la reconnaissance de l'État juif, qu'il pourrait renoncer sur les réfugiés, sur Jérusalem. Sur quoi Netanyahou pourrait encore plier? Non, mais c'est Kerry qui l'a dit, qu'il a posé comme condition sine qua non à Abou Abbas. Abou Abbas et Kerry se sont rencontrés à Paris il y a une dizaine de jours, et les rencontres étaient très mauvaises puisque l'autorité palestinienne a refusé d'une manière très catégorique la reconnaissance d'Israël comme un État juif. Or, il y a 22 États arabes, nous sommes un seul État et on n'a pas où aller. Alors qu'est-ce que vous dites, qu'Israël en fait assez dans ce processus de paix? Je ne suis pas là pour juger parce que je ne suis pas dans le secret des négociations, mais il est évident que sur le plan public, l'autorité palestinienne, tout d'abord, qui ne représente pas tous les Palestiniens, c'est déjà un défaut majeur, puisque nous avons aussi la bande de Gaza qui se trouve là. C'est-à-dire que même si on arrive à un accord avec l'autorité palestinienne, vous avez Hamas qui continue à tirer des missiles sur le territoire israélien. Abou Abbas, jusqu'ici, a refusé de reconnaître Israël comme un État juif. Et deuxièmement, en ce qui concerne les implantations, je ne comprends pas, s'il y a la paix, y a-t-il des raisons que des Palestiniens ne vivent pas en Israël et que des Israéliens vivent dans un territoire palestinien? Dans la construction des implantations, c'est quand même une provocation de la part d'Israël alors qu'on négocie. Écoutez, entre 1948 et 1967, il n'y avait pas une implantation. Dans le Gush Etzion, il y avait des Juifs qui vivaient. Est-ce que le fait que les Jordaniens, en 1948, ont massacré tous les Juifs qui vivaient à Gush Etzion, est-ce que ça enlève les droits des Israéliens de vivre à Gush Etzion? Je ne comprends pas. C'est une paix assez spéciale. On a fait la paix avec l'Égypte. C'est une paix froide. Mais il y avait des visas. Les Juifs pouvaient y aller et les Israéliens y allaient. Et d'ailleurs, le tourisme égyptien souffre beaucoup du fait que maintenant les Israéliens n'y vont pas. Et quand vous avez un interlocuteur qui vous dit « je signe la paix avec vous », mais premièrement, il n'y aura pas un Israélien qui vivra en territoire palestinien. Deuxièmement, vous devez libérer les terroristes qui ont tué des centaines d'Israéliens. Non seulement qu'on les libère, mais on appelle des rues qui portent le nom de ces shahids. Tant que l'autorité palestinienne comprendra qu'Israël a aujourd'hui la preuve. Israël ne doit faire aucune concession, c'est ce que vous dites. Non, mais Israël a fait déjà. Écoutez, parce qu'il n'y a pas de partenaire. Pardon, vous avez déjà vu un État qui gagne sans guerre et qui rend jusqu'au dernier grain de sable du Sinaï? Est-ce que vous avez vu un État qui est menacé de liquidation? Nous sommes le seul État qui a été menacé de liquidation par Ahmadinejad. Et le dernier point qu'il faut avoir présent à l'esprit, quand on voit que 160 000 Syriens sont massacrés tous les jours, et on entend que l'Union européenne et les États-Unis vont garantir la sécurité de l'État d'Israël, quand on voit la manière dont cet engagement est interprété par ceux qui le donnent verbalement, on a des doutes. Israël ne peut compter que sur soi. Et on ne comprend pas encore, et nous n'avons pas de réponse à cela, comment se fait-il que Assad continue à tuer des femmes, des enfants, des vieillards tous les jours? Il n'y a pas un soldat étranger qui soit venu pour les aider. Or, pour vous, la pression américaine sur Israël est de mauvais goût? Elle est mal placée? Non, mais c'est pas... D'abord, oubliez le mot pression. Prenez un peu la presse de ces 65 dernières années. Vous allez lire... les États-Unis font faire pression. Vous voyez les États-Unis envoyer des marines ici pour imposer une paix. Vous savez, si on dit Israël n'est pas la Tchécoslovaquie, on est considéré d'extrême droite. Mais la Tchécoslovaquie a subi ce qui s'appelle la garantie des pays étrangers. Alors, Israël ne peut compter Obama sur soi. Va aller et Israël pour faire a fait... avancer le processus de paix? Non, Obama aujourd'hui est en grande difficulté. On a l'impression qu'Obama a décidé de s'occuper de ses problèmes internes. Il veut laisser sa place dans l'histoire. Et c'est pourquoi il a laissé passer l'Iran
dont on parle aujourd'hui de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. L'Agence internationale de Vienne n'a pas publié un rapport qui est extrêmement inquiétant en ce qui concerne le développement de l'arme atomique par l'Iran. L'Iran a interdit à l'Agence internationale de vendre les places et on voit très bien que cette négociation qui traîne en longueur permet à l'Iran d'avoir des centrifuges plus modernes et de développer, et l'Iran est déjà en train de devenir un État nucléaire. En ce qui concerne la Syrie, c'est Poutine qui a dicté les choses, et maintenant la Crimée. Alors vous entendez déjà des juristes américains qui disent qu'étant donné que l'Ukraine n'a pas signé, n'est pas partie du NATO, l'OTAN n'a pas l'obligation de venir à sa rescousse. Merci beaucoup Meir Rosen. À suivre, on reparle de cette crise ukrainienne après un nouveau journal. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News et on prend tout de suite la direction de l'Ukraine où, vous le savez, l'agressivité du Kremlin a pris le monde de court. Et une question ce matin, est-ce qu'en s'emparant de la Crimée, Vladimir Poutine a déclaré la guerre non seulement à l'Ukraine mais également à l'Occident? Élément de réponse en images, on en parle juste après. La Russie déplace ses pions à l'intérieur de l'Ukraine sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mardi après-midi, quelques 300 manifestants pro-russes ont pris d'assaut l'administration régionale de Donetsk, ancien fief du président déchu Viktor Yanukovych, propageant ainsi le conflit à l'est du territoire ukrainien. Ils réclament qu'un gouverneur pro-russe soit nommé à Donetsk. En Crimée, des milliers de soldats russes continuent d'arriver. Ils ont le contrôle quasi total de la péninsule russophone. La Russie a lancé un ultimatum au nouveau gouvernement ukrainien, sommant les forces ukrainiennes de Crimée de se rendre avant 10 h du soir. S'ils refusent, la Russie se tient prête à donner l'assaut. Mais le nouveau Premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, n'est pas prêt de céder sur la Crimée. Il n'y a aucune raison, j'insiste, aucune raison d'avoir recours à la force contre les Ukrainiens, contre les citoyens pacifiques de l'Ukraine. Il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas de raison d'amener les forces militaires russes. Il faudra payer le prix de ces actes. Personne ne rendra la Crimée à qui que ce soit. Lundi après-midi, les ministres européens des Affaires étrangères étaient réunis en urgence et ont appelé la Russie au repliement immédiat de ses forces armées dans leur zone de stationnement permanent. L'Union européenne et les États-Unis n'envisagent pas d'intervention militaire, mais des sanctions économiques et diplomatiques. Que cela ne fasse aucun doute pour la Russie, nous prenons les choses très au sérieux. Nous devons les prendre au sérieux car si cela devient une manière normale d'agir dans le monde, si on s'introduit chez les voisins en violant leur souveraineté, il est clair que cela empirerait les crises dans les affaires internationales. Le ministre russe des Affaires étrangères a quant à lui accusé l'Occident d'être les alliés de groupes néo-nazis ukrainiens. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est attendu à Kiev mardi. Il devrait y réaffirmer le soutien des États-Unis pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Christian Mallard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant à i24 News pour les questions de relations internationales. Alors première question, est-ce qu'un affrontement entre l'armée russe et l'armée ukrainienne est ce matin inévitable ou un retrait des troupes russes est encore possible ? Inéluctable, je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup de pression et de grandes gesticulations à tous les niveaux, y compris au niveau du gouvernement de Kiev, gouvernement provisoire jusqu'aux élections du 25 mai prochain. Donc on fait pression du côté occidental, on leur dit il faut intervenir, il faut nous aider. Je crois qu'il y a ces pressions qui sont peut-être un peu poussées à très haut niveau. Maintenant, Poutine ce matin décide de retirer tous les soldats russes qui faisaient leur manœuvre militaire à la frontière avec l'Ukraine. Ça, c'est une mesure cosmétique, je pense, et pour montrer que peut-être, en effet, on peut peut-être discuter. Enfin, le fait est qu'il n'a pas enlevé ses troupes de Crimée et que les Russes contrôlent bien la Crimée et qu'il y a vraiment violation, comme le disent les Américains et leurs partenaires, du droit international, si on se réfère en effet au mémorandum de 1994 à Budapest où les Russes s'engagent à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Donc il y a violation du droit international. Alors maintenant, est-ce que les mesures
prônées ou envisagées par les Occidentaux peuvent être valables? Est-ce qu'elles vont aboutir à faire céder Poutine? J'ai du mal à le penser, parce que d'abord, il faut être très unis. Si on voit qu'il y a un front qui commence à être un peu dur, qui menace de boycotter le sommet du G8 qui aura lieu à Sochi au mois de juin, et même les préparatifs de ce sommet avec les Américains, les Anglais, les Français, on sent que les Allemands sont un peu plus réticents et qui prônent le dialogue. Peut-être ont-ils raison, en effet, il faut éviter l'escalade militaire. Enfin, pour l'instant, on est dans la gesticulation de part et d'autre. Alors, Christian Mallard, ça fait 14 ans que le monde entier côtoie Vladimir Poutine. Pour Merkel, il est déconnecté de la réalité. En 14 ans, les dirigeants du monde n'ont pas encore appris à décoder le langage Poutine. Le langage Poutine, c'est celui d'un tsar. C'est quelqu'un qui veut redonner à la Russie l'aura qu'elle a perdue. Je répète toujours que Poutine n'a jamais digéré l'effondrement de l'Empire soviétique. Le personnage que j'ai rencontré 3 fois est un homme très peut-être pas pragmatique, mais qui est très dur. Et quand il a une idée, il s'y tient. Donc là, il nous refait quelque part, en effet, on l'a tous dit, le coup de 2008 avec la Géorgie, parce que finalement, après il a retiré ses troupes, mais l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, finalement, ont été complètement contrôlés depuis par les Russes. Il veut faire la même chose avec la Crimée. Il veut nous mettre devant le fait accompli. Donc, en effet, je pense que les Européens, les Occidentaux, n'ont pas encore vraiment décoté Poutine, qui est un pur et dur, qui ne fera aucun cadeau et qui va vraiment se tenir, je le vois mal, mais je me trompe peut-être, et j'espère me tromper, je le vois mal céder sur la Crimée. Alors, Poutine se comporte comme un tsar, comme vous dites, parce que les États-Unis de 2014, de Barack Obama, ne représentent plus de force dissuasive aujourd'hui? Vous avez raison, j'adore votre question parce qu'elle correspond bien à la réalité. Poutine profite des faiblesses des Européens, des Occidentaux. Il voit bien que M. Obama parle beaucoup, s'agite verbalement, mais concrètement sur le terrain, rien. Rappelons-nous la ligne rouge qui avait été fixée pour une intervention en Syrie contre Bachar el-Assad. Il avait fixé une ligne rouge, elle a été largement dépassée par Bachar el-Assad et il n'est pas intervenu. Et à partir de là, je crois que ça a été le point de départ de l'analyse de Poutine, se dire ouais, bon, très bien, Obama menace, mais il n'agit pas. Il parle, mais il n'agit pas. Donc il profite de ça, parce qu'on voit bien, Obama est aujourd'hui dans une position de repli. Il ne veut plus être impliqué dans tout ce qui est des conflits. Et donc, Poutine, lui, veut gagner du terrain. Il en profite à tous les niveaux. Et en même temps, les Occidentaux se disent on ne peut pas aller trop loin, finalement. Même si on doit sanctionner Poutine, on doit essayer de le faire plier sur la Crimée. Ils ne veulent pas aller trop loin parce que, quelque part, ils sont l'otage de Poutine, non seulement pour la livraison de gaz. L'Europe est essentiellement fournie en gaz par Poutine, par la Russie, et puis d'autre part, on a besoin de lui, mais enfin, je n'ai pas vu jusqu'à présent ce qu'il a fait de sérieux, on a besoin de lui sur les problèmes concernant la Syrie et l'Iran. Donc, à la fois, on veut être dur avec Poutine et on le ménage. Et à partir de là, le seul gagnant, bien entendu, c'est Poutine. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous ce matin. C'est sur i24 News, nous sommes le mardi 4 mars. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Le président russe est mué en chef de guerre 48 heures après l'entrée de son armée en Ukraine, dans la région orientale et en Crimée. De nouvelles bases militaires ukrainiennes sont également encerclées. Ce matin, 16 000 soldats russes se trouvent désormais sur le sol ukrainien. La rumeur d'un ultimatum russe à l'adresse des Ukrainiens a été démentie. Aucun incident n'a été signalé cette nuit. Et sur le front diplomatique, les Occidentaux accentuent les pressions sur la Russie. Les États-Unis suspendent leur coopération militaire avec Moscou. Washington et Bruxelles menacent par ailleurs les Russes de sanctions économiques. Voilà, direction à présent la Maison-Blanche. 3 heures d'entretien hier soir entre Barack Obama et Benyamin Netanyahou. Le président américain a appelé le Premier ministre israélien à prendre, je cite, des décisions difficiles pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. De son côté, Netanyahou a estimé que contrairement à son pays, les Palestiniens n'avaient pas fait le nécessaire dans ce dossier. Enfin, l'image de ce mardi, c'est le froid, la neige et les pluies verglaçantes qui ont une nouvelle fois touché le nord-est des États-Unis. C'est décidément un hiver radical pour le continent américain. 2000 vols ont été annulés. Vous le voyez, les rues de la capitale fédérale, Washington, sont quasi désertes ce matin, alors que la neige continue de tomber.
Direction la Chine à présent. Le pays ne se remet toujours pas de cette étrange attaque terroriste qui a fait 29 morts samedi. Les médias chinois ont même baptisé cette attaque le 11 septembre chinois. Bonjour Betsabé. Bonjour Barbara. Effectivement, les médias chinois désignent cette attaque par sa date. Ça s'est passé samedi soir, 1er mars, vers 21h30 heure locale. Les autorités chinoises ont d'ores et déjà attribué cette attaque à des séparatistes et des terroristes du Xinjiang. Regardez. Nous sommes à la gare de Kunming, dans la province du Yunnan, au sud-est de la Chine. Samedi soir, des assaillants armés de couteaux ont tué une trentaine de personnes, en ont blessé plus de 130. Des victimes et des témoins ont raconté que les agresseurs vêtus de noir et le visage caché avaient fait irruption dans la gare de Kunming, poignardant les voyageurs qui faisaient la queue pour se procurer un billet. On rendait nos tickets et on était les 3e dans la file. Et tout à coup, plein de gens ont accouru vers le hall principal. On n'a pas compris ce qui se passait. Mais les personnes en première ligne se sont effondrées. Et puis 2 personnes ont couru vers nous, l'une avec un couteau, et elle a commencé à nous poignarder. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir été poignardé qu'une seule fois parce que quand je suis parti, j'ai vu au moins 3 ou 4 personnes allongées, sans bouger. Très vite, des dizaines de corps se sont retrouvés alignés, baignant dans le sang. Avec des scènes de panique, ceux qui avaient échappé aux meurtriers ont désespérément tenté de retrouver leurs proches perdus de vue dans la gare. Quant aux secouristes dépêchés sur place, ils ont été dépassés par l'ampleur du carnage. Les ambulances devaient être trop occupées. Les blessés s'enfuyaient dans des taxis et des bus. Les rues là-bas étaient bloquées. J'ai vu 5 personnes avec des couteaux à la main marcher lentement vers la gare de bus. La police a abattu au moins 4 des assaillants avant de se lancer à la poursuite des autres. Le gouvernement local attribue l'attaque aux séparatistes ouïghours, plus de 7 millions de musulmans turcophones, largement minoritaires en Chine. Alors la police chinoise a arrêté 3 suspects. Au total, le commando terroriste comptait 8 membres sur les 5 autres. 4 d'entre eux ont été abattus par la police et une femme blessée a été arrêtée directement sur les lieux de l'attaque. Alors vous noterez que beaucoup de Chinois sont en colère parce que les États-Unis n'ont pas qualifié cette attaque de terrorisme et de regrettable acte de violence. Alors il y a un internaute chinois notamment qui a ironisé. Si on se contente de dire que l'attaque de Kunming est un regrettable acte de violence, et bien dans ce cas, les attentats du 11 septembre n'étaient que des regrettables accidents de transport. Voilà, on comprend bien où il veut en venir. Résultat, on imagine que Pékin a désormais renforcé la sécurité. Bien sûr, alors sur place, autour de la gare de Kunming elle-même, bien sûr, la sécurité a été renforcée, d'autant que la population a peur sur place. Et puis aussi, renforcement de la sécurité dans la capitale aussi. Les autorités sont sur le qui-vive, d'autant que le moment est particulièrement sensible, Barbara, puisque vous le savez, 5000 élus sont présents à Pékin pour la session annuelle du Parlement chinois. Mais il y a une autre conséquence très importante de cet attentat, c'est le risque d'intensification de la répression envers cette minorité ouïghour qui est accusée d'avoir fomenté cet attentat. Le Congrès mondial ouïghour qui défend donc l'ethnie et qui est en exil d'ailleurs s'inquiète donc que Pékin puisse y trouver, je cite, un nouveau prétexte politique pour réprimer ces Ouïghours. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette minorité ? Pas grand-chose, pourtant 7 millions de personnes, c'est pas rien, c'est la population d'Israël, je crois plus ou moins. Alors ils sont musulmans, turcophones, minoritaires en Chine, donc l'ethnie principale étant les Han, mais largement minoritaires donc dans cette région du Xinjiang. Turcophones et musulmans, les Ouïghours sont victimes de racisme à l'égard de leur culture, de leur religion, de leur langue. Ils sont victimes d'humiliation de la part des Han. Un exemple très symbolique sont ces femmes ouïghours, ouvrières, qui sont victimes de harcèlement sexuel. Alors il y a bien sûr des dizaines d'autres symptômes, comme la police chinoise, qui systématiquement est connue pour cibler ces Ouïghours. En plus, la répression s'est intensifiée depuis, vous savez, ces affrontements interethniques d'Urumqi, c'était en 2009. On va avoir quelques images. Il y a eu 140 morts, 800 blessés, des violences qui ont été, selon Pékin, encore une fois, orchestrées par ces Ouïghours. Et depuis, des dizaines d'attaques du genre de cette gare de Kunming à l'arme blanche. Alors je lisais un spécialiste de la Chine à Sciences Po qui expliquait que l'attitude des Ouïghours pourrait être associée à l'échec en fait d'un autre mouvement, c'est celui des Tibétains. Les Ouïghours ont pu constater qu'au mieux, avec la non-violence, on obtient le soutien moral de Richard Gere. Voilà, c'est peut-être pas suffisant. Est-ce qu'on peut parler de la part de ces Ouïghours de terrorisme de masse ? Alors, en tout cas,
c'est un terrorisme qui est indiscriminé. On pourrait même le comparer à celui qui a ensanglanté le Caucase depuis une dizaine d'années maintenant. Mais attention, ça reste un terrorisme artisanal. Je pense aux armes qui sont utilisées. Et ce qui est sûr, c'est que cet attentat, il est très embarrassant pour Pékin, pour la nouvelle direction du parti qui a fait de la stabilité au Xinjiang justement une de ses priorités. Est-ce qu'on va s'attendre désormais à une intensification de la répression, comme le craignent les Ouïghours ? C'est ce que craignent les experts aussi, malheureusement. Un nouveau cycle de répression suivi de violence. Mais cela dit, les autorités chinoises n'ont pas attendu cet attentat du 1er mars. Il y a à peine une semaine, un éminent économiste ouïghour, il s'appelle Ilham Tohti, a été inculpé pour séparatisme et il encourt la peine de mort. Pourquoi ? Parce que c'est un ardent défenseur des droits de la minorité ouïghour et pourtant il a toujours pris soin de ne pas réclamer ni l'indépendance ni l'autonomie et il a été arrêté. Je vous propose d'écouter la réaction de sa femme. C'est arrivé comme ça. Hier, ils m'ont informé que mon mari avait commis un crime. Ils ont dit que c'était du séparatisme. Je ne suis pas d'accord, mon mari n'a jamais fait quelque chose de pareil. C'est un universitaire ouïghour, un professeur d'université. Il n'a jamais commis le crime de séparatisme dont il est accusé. Je ne comprends même pas. Quand j'ai vu la police hier, je ne me sens pas bien. Alors, je vous propose, Barbara, la réponse du ministère des Affaires étrangères à la presse qui formule une question justement sur ce cas de Tohti. Écoutez. Vos questions ne sont pas du ressort du ministère des Affaires étrangères. Je pense que la Chine est un État de droit et la justice traitera ce dossier selon le droit. Merci beaucoup. Merci Barbara. À suivre dans le Morning, gros plan sur une minorité en Israël. Ils sont arabes et chrétiens. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'enrôler dans les rangs de Tsahal. On tente de comprendre pourquoi juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit avec ce gros plan sur une minorité israélienne. Ils sont arabes et chrétiens et sont de plus en plus nombreux à vouloir s'enrôler dans les rangs de Tsahal. On tente de comprendre pourquoi avec vous, Cyril Amar. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Un chiffre d'abord Barbara, 130 000. C'est le nombre d'arabes chrétiens qui vivent en Israël, soit un peu moins de 10% de la population arabe israélienne qui elle est en grande majorité musulmane. Alors contrairement à leurs acolytes juifs, les jeunes arabes chrétiens de 18 ans ne sont pas soumis à l'obligation d'effectuer leur service militaire et pourtant, vous l'avez dit Barbara, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir se porter volontaires pour servir sous les drapeaux bleus et blancs frappés de l'étoile de David. C'est le cas du sergent de réserve Mona Lisa, une arabe chrétienne originaire de Haïfa dans le nord d'Israël. Mona Lisa se dit prête à sacrifier sa vie pour défendre l'État d'Israël. Tout ça vous semble incongru, incohérent. Regardez plutôt son témoignage, on en parle juste après. موناليزا هي ليست لوحة مبتسمة وإنما محاربة من عرب إسرائيل. هي حيفاوية مسيحية رغم أن القانون الإسرائيلي لا يجبرها على الخدمة في الجيش إلا أنها التحقت لتكون من أوائل المحاربات العربيات في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا اسمي موناليزا عبدو، عربية مسيحية من حيفا، محاربة في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا جندت لجيش الدفاع الإسرائيلي عشان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. أنا جيت أخدم دولتي ووطني بيتي. وظيفتي كقائدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو أمنع الإرهاب، أمنع دخول المخدرات وأمنع اللاجئين السودان لدولة إسرائيل. أنا بفكر إنه إذا بمنع دخول المخدرات على دولة إسرائيل أنا بحمي مش الشعب اليهودي كمان الشعب العربي. بحمي كل طفل بدولة إسرائيل اللي ممكن يتعرض للسموم بحياته. والدتها تشجعها وفخورة بها رغم كل ما يسمعونه من انتقادات، فهي ترى أن ابنتها على الطريق الصحيح. لما أجت بنتي وقالت لي إنه أنا ماما بدي أفوت على جيشنا أتطوع وأخدم دولتي، فاجأتني كتير. ما عرفتش كيف أعبر عن فرحتي، لأنه نموها وتفكيرها بالموضوع هذا كتير كان راقي ومتطور. يعني كانت مفاجأة كبيرة لإلي. أنا بنصح كل الشباب
تبع بحافظ على أمن دولة إسرائيل مش بس على اليهود بل على العرب أيضا ورح أضحي بكل حياتي عشان دولة إسرائيل والناس اللي ساكنين بقلب دولة إسرائيل. Alors Cyril, on l'a dit, hein, comme Mona Lisa, ils sont donc de plus en plus nombreux à vouloir s'enrôler dans l'armée. Est-ce qu'on a des chiffres officiels de la part de Tzahal? De la part de Tzahal, non, parce que Tzahal ne publie aucun chiffre sur la conscription des Arabes chrétiens. En revanche, celui qui l'affirme, c'est le père Djibril Nadav. Vous voyez, on le voit sur nos écrans. C'est un prêtre grec orthodoxe de Nazareth à la tête du Forum pour la conscription des jeunes Arabes chrétiens, une association qui s'est fixée pour objectif d'encourager les jeunes de cette communauté à effectuer leur service militaire. Et depuis août 2012, et vous allez voir, Barbara, la date a toute son importance, eh bien, le père Nadav et son équipe frappent aux portes de familles arabes chrétiennes pour les convaincre tout simplement du bien fondé de leur action. Alors voici les chiffres, on va les voir tout de suite sur cette merveilleuse infographie de Raphaël Cohen. Il y aurait actuellement sous les drapeaux israéliens 300 soldats arabes de confession chrétienne. Pour le seul second semestre 2013, tenez-vous bien, Tzahal aurait enregistré 84 nouveaux conscrits alors que par le passé il fallait 18 mois pour atteindre ce quota. Les Arabes chrétiens qui s'engagent aussi massivement dans les rangs du service civil, vous le voyez, 429 jeunes Arabes chrétiennes ont fait ce choix en 2013. Alors pourquoi ce désir de servir Tzahal alors qu'ils n'y sont pas contraints, ces Arabes chrétiens, et surtout que la population arabe est souvent considérée comme dissidente par rapport à Tzahal? Oui, d'abord Barbara, il y a un désir d'intégration manifeste. L'armée, vous savez, en Israël, c'est un creuset de fusion, c'est le passage obligé pour tisser des relations professionnelles. C'est là où tout le monde se rencontre, des relations professionnelles qui, le jour venu, pourront peut-être ouvrir la voie à une carrière professionnelle. Et puis, quand vous n'avez pas effectué votre service militaire en Israël, eh bien, vous ne pouvez pas prétendre à certaines bourses ou à certaines allocations pour étudier notamment. Bref, c'est un passage obligé, la clé d'entrée au sein de la société israélienne. Et puis, autre élément, on le voit aussi sur cette infographie, c'est peut-être le plus significatif, c'est la montée de l'islamisme dans le monde arabe. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, l'association a été créée en août 2012, soit quelques mois à peine après les premiers printemps arabes en Tunisie et en Égypte. Et il faut dire, Barbara, que les chrétiens d'Orient ont été malmenés par ces printemps arabes. Un peu partout au Moyen-Orient, leurs conditions s'est détériorées. Un peu partout, oui, sauf en Israël, qui échappe un peu à la curée, si je peux me permettre. Les Arabes chrétiens d'Israël sont donc de plus en plus nombreux à appeler à reconnaître la souveraineté juive de l'État d'Israël et à s'intégrer pleinement à sa société. Voilà donc pour les motivations de ces jeunes conscrits. Et est-ce que ce projet de s'enrôler dans les rangs de Tzahal fait l'unanimité au sein de cette communauté chrétienne? Absolument pas. Hein. L'initiative fait beaucoup de grabuge. Elle s'attire les foudres de certains partis politiques arabes à la Knesset. Le parlementaire chrétien du parti Balad, Bassel Ratas, s'est même foulé d'une lettre au patriarche de l'église orthodoxe de Jérusalem, Théophilus III, et il a exigé que le père Nadav soit tout simplement démis de ses fonctions. Et puis l'initiative, Barbara, elle est d'autant plus suspecte aux yeux de certains arabes chrétiens israéliens qu'elle est soutenue par le Premier ministre israélien en personne qui a reçu le père Nadav. Regardez, on le voit sur cette petite vidéo. Ce sont des citoyens fidèles à l'État d'Israël. Ils veulent effectuer leur service militaire et défendre le pays. Je les félicite, je vous soutiens et j'agirai contre tous ceux qui incitent à la haine contre le service militaire. Ces trois principes sont très importants pour nous. Nous sommes fiers de vous. Alors, quels sont précisément les arguments des détracteurs à cette initiative? Ce qu'on reproche particulièrement à cette initiative, c'est que justement, elle est soutenue par la droite et par l'extrême droite israélienne et qu'elle viserait, selon ces détracteurs, à diviser une communauté arabe qui est disparate. Hein. On en a parlé en début d'émission. Les Arabes sont composés, les Arabes israéliens sont composés majoritairement de musulmans, mais aussi de chrétiens. Il y a les Druzes, etc. Donc, première motivation, en tout cas, premier élément de réponse, ce serait une manœuvre de la droite qui vise donc à diviser la communauté arabe. Et puis on dit aussi que les Druzes, vous savez, les Druzes en Israël effectuent leur service militaire et c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas victimes eux-mêmes de discrimination. Donc à quoi bon, disent les détracteurs de l'initiative, à quoi bon servir dans les rangs de l'armée, puisque de toute façon l'État juif qui est géré, qui est dirigé par un establishment juif ne nous donnera pas accès en tant qu'Arabes de toute façon à l'égalité des chances au sein de la société. Et puis c'est un projet gouvernemental, c'est un projet d'une association mais qui est soutenu
tenue par le gouvernement et qui viserait à effacer toute identité arabo-palestinienne au profit d'un récit qui serait, lui, d'une historiographie, disons, qui serait plus sioniste. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout état de cause, que pour Binyamin Netanyahou, ces chiffres, ces statistiques arrivent au bon moment. Et oui, parce qu'on en parlait hier, il y a eu les grandes manifestations des ultra-orthodoxes contre la conscription, et au plan politique, voire au plan de la politique politicienne de Binyamin Netanyahou, eh bien, le zèle du père Nadaf arrive à point nommé, puisque c'est le timing parfait. Il permettra donc au Premier ministre d'affirmer haut et fort que le service pour tous, ça ne vise pas uniquement les Haredim, les ultra-orthodoxes, mais également toutes les franges de la population israélienne, y compris donc les Arabes chrétiens d'Israël. Merci beaucoup Cyril, c'est un dossier qu'on continuera de suivre avec vous. Nous sommes le mardi 4 mars, vous êtes sur i24 News. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. Le président russe s'est mué en chef de guerre 48 heures après l'entrée de son armée en Ukraine, dans la région orientale et en Crimée. À noter que de nouvelles bases militaires ukrainiennes sont également encerclées. 16 000 soldats russes se trouvent désormais sur le sol ukrainien. La rumeur d'un ultimatum russe à l'adresse des Ukrainiens a été, elle, démentie. Aucun incident n'a été signalé cette nuit. Et sur le front diplomatique, les Occidentaux accentuent les pressions sur la Russie. Les États-Unis suspendent leur coopération militaire avec Moscou. Washington et Bruxelles menacent par ailleurs les Russes de sanctions économiques. À la Maison-Blanche, 3 heures d'entretien hier soir entre Barack Obama et Binyamin Netanyahou. Le président américain a appelé le Premier ministre israélien à prendre des décisions difficiles pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. De son côté, Netanyahou a estimé que, contrairement à son pays, les Palestiniens n'avaient pas fait le nécessaire dans ce dossier et a noté que vous pourrez suivre en direct le discours de Binyamin Netanyahou à l'AIPAC. Ce sera à 17h heure d'Israël en direct sur notre antenne. Enfin, l'image de ce mardi, c'est le froid, la neige et les pluies verglaçantes qui ont une nouvelle fois touché le nord-est des États-Unis. C'est décidément un hiver radical pour le continent américain. 2000 vols ont été annulés. Et vous le voyez sur ces images, les rues de la capitale fédérale Washington sont quasi désertes ce matin, alors que la neige continue de tomber. Il est l'heure de notre chronique consommation et tendance avec vous, Yohan Waki. On parle ce matin d'une innovation qui pourrait changer notre moment restaurant. Exactement. Alors l'innovation que je vais vous présenter va effectivement changer beaucoup de choses dans l'expérience de consommation au restaurant telle qu'on la connaît actuellement. L'idée est toute simple. Il s'agit en fait d'une table de restaurant tactile et connectée, un peu comme une tablette géante. Les clients peuvent donc directement depuis leur table consulter la carte, passer commande, poser des questions sur les plats, choisir éventuellement la langue du menu dans laquelle ils veulent la consulter. Je vous laisse découvrir cette démonstration en vidéo, on en parle juste après. Voilà, alors la start-up à l'initiative de la table est israélienne, elle s'appelle Multidine et le développement est en cours. Alors je ne sais pas si j'approuve totalement, finalement on ne se parle plus, on est figé sur sa tablette, on ne parle même plus à la serveuse. Alors on ne parle plus à la serveuse, ça dépend de ce que le restaurateur décide de faire avec cette table, puisqu'en fait, effectivement le risque c'est de couper tout contact humain entre les invités eux-mêmes et avec le personnel du restaurant, mais en fait le restaurateur peut choisir quelle activité il décide d'activer sur la table et quelle activité il préfère laisser en gestion au personnel. Et je tiens d'ailleurs à souligner qu'au-delà du côté ludique de la table, il y a de vrais bénéfices tant pour les clients que pour les restaurateurs. Alors, le gain de temps est évident pour tout le monde. Il y a également la possibilité donc, de choisir la langue, je vous le disais, ou encore de s'intéresser, de voir des vidéos du plat plutôt que des images qui généralement ne sont pas terribles sur les cartes de restaurant. Et pour les restaurateurs, il faut préciser que la digitalisation de la commande permet d'une part de se démarquer de la concurrence, mais surtout de récolter des informations précieuses sur les habitudes de consommation de leurs clients. Voilà, il s'agit des fameuses données clients que tout le monde cherche à récolter. C'est quoi les données clients finalement ? Alors exactement, il s'agit des données clients que tout le monde veut récolter et qu'on montre du doigt depuis un certain temps. C'est toutes les informations qui concernent votre consommation. Combien de fois par semaine vous allez dans ce restaurant ?
restaurant, qu'est-ce que vous consommez, combien vous payez en moyenne, à quelle fréquence, etc. Donc c'est des informations qui relèvent du domaine de la vie privée et qui peuvent paraître parfois un peu intrusives. Mais là, dans ce cas présent, l'idée serait plutôt de proposer, de suggérer des plats qui pourraient correspondre à vos goûts, puisque le restaurateur connaît vos goûts, connaît vos habitudes de consommation. C'est à peu près quel panier moyen, c'est-à-dire la somme moyenne que vous êtes prêt à dépenser. Et donc pour ne pas vous proposer des choses qui sortiraient de votre budget. Voilà, donc c'est pas toujours pour le mal. Alors en parlant de budget, elle est chère cette table, ça coûte combien ? Alors, elle est chère, c'est une bonne question. Le prix varie et il évolue en ce moment puisque la table est en développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le principe de base est le suivant. La table est proposée au restaurateur à prix coûtant, donc sans bénéfice, à un prix donc au maximum réduit. Et le service à l'application qui permet de gérer la table est également gratuit. La monétisation se fait par un abonnement, c'est-à-dire que le restaurateur paye tous les mois pour le service et la maintenance du logiciel, un certain chiffre au restaurateur, au fabricant. Il faut savoir que le fabricant de la table nous dit aujourd'hui être en contact avec 2 géants de l'industrie américaine pour réduire au maximum les coûts de fabrication et pouvoir démocratiser la table. C'est un support publicitaire extraordinaire. Et c'est un support publicitaire extraordinaire. Ça vous plaît, exactement. Cyril, vous iriez on va le manger retrouver sur un une petit encart tablette publicitaire sur Facebook après, en mémorisant toutes ces données clients, on va retrouver ça sur nos ordinateurs. C'est exactement l'idée des données clients. Il faut attendre le moment où toutes ces données se croiseront pour en faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Alors est-ce qu'on peut la trouver déjà, cette tablette table dans des restos à Tel Aviv ? On peut la trouver en France, on peut la trouver en Israël. Et d'ailleurs, un restaurateur israélien du restaurant donc Zigota nous affirme avoir vu son chiffre d'affaires augmenter de 18% et donc de rentabiliser la table en moins de 5 mois. Voilà. Et alors, je vous propose une deuxième initiative pour terminer cette chronique, toujours dans la restauration, où un chef nordique nous propose des recettes de cuisine en 15 secondes. C'est l'efficacité maximale, c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous laisse découvrir cette recette. Who's your friend, Bart? Today I have some help from my friend Tim. Okay. From the BNN network, we're going to make sea bass in salt crust. First, we create a mixture of sea salt, egg white, and some water. And then you're going to cover it. So now we put it in the oven around 25 minutes. Great. That's it. Voilà, alors 15 secondes. J'ai rien compris. Non, alors il faut la regarder plusieurs fois, ça c'est certain. 15 secondes, c'est très court, mais finalement ça suffit. Alors c'est certain qu'il faut être un peu expérimenté, en tout cas pas totalement débutant, parce qu'il n'y a pas de détails. Faire une croûte de sel sur un poisson, c'est pas compliqué. Non, mais alors par contre, il y a beaucoup de recettes. Alors le millefeuille, ça risque d'être un peu plus compliqué. On n'a pas le millefeuille, on a la mayonnaise, on a tout type de poisson, parce qu'en fait la spécialité c'est le poisson. Donc tout ce qui accompagne ou va autour du poisson, comment choisir son poisson. Enfin, ça marche plutôt bien quand vous regardez la vidéo plusieurs fois. Si la norvégienne était si bonne que ça, on le saurait quand même. C'est vrai, autour du poisson, c'est pas mal. Autour du poisson, c'est pas mal à faire. Et alors, en toute franchise, quand on regarde la vidéo plusieurs fois 15 secondes, on se rend compte que c'est possible. Ça sert de l'avoir plusieurs fois, alors autant prendre une recette de 2 minutes. Mais non, parce que même si vous la regardez 2-3 fois, ça fait 30 ou 45 secondes, c'est pas grand-chose. Vous avez compris comment faire un poisson en croûte de sel ? Totalement. Ça va très très vite. Ça va très très vite, mais c'est possible. Un peu d'eau et un peu d'œuf aussi. Bref, on les trouve sur Instagram. On les trouve sur Instagram. Il y en a une vingtaine aujourd'hui disponibles. Voilà, donc c'est un bon moyen de mélanger ludique, médias sociaux, cuisine. Il y a des crêpes au sucre. Des crêpes au sucre. La recette de la crêpe au sucre en 15 secondes. C'est faisable. Défi. Merci beaucoup, Johan, d'être venu nous parler de ces innovations culinaires ce matin à suivre dans le morning. Katy Perry, l'icône de la pop, crée le scandale en s'en prenant à l'islam dans son dernier clip. Les musulmans du monde sont en colère. Vous comprendrez pourquoi avec les images après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. L'actualité, vous le savez, c'est aussi tous les jours sur Internet et c'est tout de suite dans la revue du web. Rudy Sada, on commence ce matin par une image virale, direction l'Ukraine. Oui, une image virale qui illustre le changement d'atmosphère entre un mois de février qui a vu la Russie briller et se porter garant de l'esprit olympique avec les Jeux de Sotchi et le mois de mars sous les anneaux olympiques qui se sont donc transformés en roues de tanks. Allusion évidemment aux 6000 hommes armés déployés par la Russie en Crimée depuis bientôt une semaine. Alors ces militaires sont désormais les stars d'Instagram et c'est loin d'être une plaisanterie. La dernière tendance à la mode pour la population pro-russe de Crimée est de prendre des photos avec, regardez, ces hommes armés et de poster les photos sur le réseau social de partage de photos Instagram. Freddy, reprenez votre souffle. Virginie, ça vous plaît, ces selfies entourés de soldats, ça fait un peu peur, non ?
Non, je trouve ça sympa. Écoutez, la prochaine fois, je ferai la même chose avec les soldats israéliens. C'est vrai? Ouais, je les apporterai. Petite empoignade, petit bisou sur la joue. Non, quand même pas à ce point-là. Ah, on garde la distance. Ouais, toujours. Bon, on a d'autres exemples. Ça va mieux, Rudy? Oui, ça va mieux sur la photo que nous avons vue. Il était sous-titré. Alors, nous avons vu cet homme, Igor Slipets, par exemple, voilà, il le dit avec sa photo, nous le faisons bien. Et puis, même les enfants et les familles s'y mettent à ces fameuses photos Instagram. Alors, est-ce que cette vague de selfies, elle est spontanée? Chacun a improvisé cette photo ou c'était organisé, orchestré? Alors, on le sait, en Crimée, plus de 50% de la population est russophone et donc ils ont la langue russe comme langue maternelle. Cependant, des soupçons pèsent sur cette vague de photos censée être spontanée. On connaissait le savoir-faire russe en matière de propagande et le contrôle de la presse. Alors parfois, c'est fait avec des gros sabots, comme les photos, vous vous souvenez, de Poutine chassant torse nu avec son cheval. Mais parfois, cela peut être plus discret. Alors cette soldat mania est en effet à prendre avec énormément de pincettes. Évidemment, tout ça reste très politique. Allez, on part maintenant en Iran, où le ciel pourrait s'éclaircir pour les internautes iraniens. Oui, on l'a souvent dit ici, on le sait, en Iran, l'accès à Twitter, Facebook et YouTube est bloqué, notamment depuis 2009, et le mouvement vert d'opposition qui s'était organisé via les réseaux sociaux. Eh bien, une lueur d'espoir est apparue hier pour les internautes iraniens, suite aux déclarations dimanche du ministre iranien de la Culture, Ali Jannati. Alors pour lui, voilà, on le voit, on ne peut pas enfermer les gens et empêcher quelque chose sous prétexte de défendre des valeurs islamiques. Et la question du filtrage de Facebook fait partie des choses qui seront réglées après un certain temps. Il a donc comparé aussi l'interdiction qui a été faite en 79 après la révolution islamique, qui paraît complètement dingue aujourd'hui, qui avait été faite des fax et des magnétoscopes en indiquant que voilà, c'était absurde. Il l'a lui-même dit. Et puis il a surtout dit que 4 millions d'Iraniens utilisent malgré tout tous les jours Internet. Et ils utilisent également Facebook en contournant l'interdiction via des programmes appelés les fameux VPN. Je vous en avais parlé ici. Mais c'est pas la première fois qu'on parle d'un accès plus libre à Internet en Iran depuis l'élection de Rouhani. Est-ce que ça va vraiment marcher? Alors Rouhani et Javad Zarif, ils ont Javad Zarif qui est le ministre des Affaires étrangères, ils ont eux-mêmes des comptes Twitter et Facebook et ils les ont complètement inclus dans leur stratégie de communication internationale. Et on se souvient aussi qu'en octobre dernier, pendant quelques heures, Facebook a été réouvert. Les internautes avaient alors cru à un miracle, mais il s'agissait en effet d'un bug. Alors fort est à parier que l'Iran va bouger dans les mois qui viennent sur cette question, car dans les faits, ceux qui veulent accéder à Facebook et Twitter en Iran le font déjà. Allez, on revient à Instagram qui accueille un nouvel abonné. De qui s'agit-il? Alors après avoir été présent sur Twitter, le chef spirituel bouddhiste et militant de la cause tibétaine, et sur Instagram, le Dalai Lama. Il s'inscrit dans la tendance de communication des grands de ce monde. Mais il n'en avait pas encore de compte Instagram. Non, il avait un compte Twitter et donc il a désormais un compte Instagram qu'on voit. D'ailleurs, on voit une photo avec Barack Obama. Alors c'est arrivé à quelque chose de surprenant parce que, comme nous dit le blog Big Brother, il avait déclaré il y a peu que les réseaux sociaux pouvaient, je cite, nuire au bonheur, mais aussi que tout dépendait de la façon dont vous les utilisez. Alors, il a sûrement été inspiré par un autre très grand chef religieux ultra connecté, celui-ci, le pape François, qui avait déjà ouvert depuis assez longtemps son compte Instagram et qui considère Internet comme, je cite aussi, un don de Dieu. À noter que les deux hommes ont le même nombre d'abonnés sur Instagram, environ 32 000, et que le Dalai Lama s'affiche clairement, on l'a vu avec le président américain, et là avec le journaliste star Larry King, un petit message qui ne manquera pas d'agacer les Chinois. Est-ce qu'ils utilisent les... Est-ce qu'ils les gèrent eux-mêmes, ces comptes-là? Non, ils ont toujours ce qu'on appelle des community managers qui gèrent la communication. Alors qu'on voit, ce ne sont pas des photos, de simples photos prises avec son smartphone. Stratégique, quoi. Ce sont des photos de presse officielles qui sont relayées et vraiment choisies et très stratégiques. Est-ce qu'ils utilisent les filtres? Est-ce qu'ils soignent l'esthétique de leurs photos? Oui, souvent. Oui, non, ce sont de très très belles photos généralement. Oui, ça se voit. Non, c'est vraiment esthétique. Non, oui. C'est fait pour. Instagram, ce sont pas des photos d'infos, ce sont des photos esthétiques, avec ou sans filtre. Voilà, et avec un message politique en passant. Allez, on reparle des Oscars. C'était dimanche un parterre de stars qui a inspiré un graphiste. Oui, le logiciel Photoshop ne sert pas qu'à retoucher à l'extrême des photos de mannequins. Il permet aussi de réaliser de belles choses. Regardez le travail de Lindsay Silverman. Elle a publié à l'occasion des Oscars une réflexion à sa manière sur le temps qui passe. Et elle a fait poser ensemble les mêmes acteurs à plusieurs années d'écart. Alors voici par exemple le Leonardo DiCaprio 1990
1989 à côté de 2013, donc évidemment ce n'est pas la même époque. Meryl Streep, elle, n'a pas changé entre cette photo de 1980 et la Meryl Streep de 2012. C'est vachement bien fait. Hein, et ouais, Julia Roberts aurait-elle perdu du volume capillaire et 5 cm selon ce montage qui la compare entre 89 à gauche et 2013, et enfin entre 80 et 2014, la seule chose qui est changée pour Tom Hanks, c'est sa coupe de cheveux, et bien heureusement. Alors j'ai cherché des quelques rides quand même. Quelques petites rides, oui. Alors j'ai cherché, mais surtout la coupe de cheveux, les petites bouclettes là, il a bien fait de s'en débarrasser. En tout cas, j'ai cherché des photos de vous, Barbara et de Virginie, mais je me suis heurté à un mur. Vous êtes toujours aussi belle et jeune, donc c'était impossible à faire. Voilà, le temps ne s'arrête pas sur nous. C'est gentil. Rudy, on termine avec ce que vous affirmez ce matin haut et clair. Les libraires sont des gens très drôles. Oui, qui a dit que les libraires étaient des gens sérieux ou austères? Que nenni, ils savent s'amuser, en témoigne Corpus Libris. C'est un blog qui a été commencé par une libraire, elle s'appelle Émilie Poulain, et le principe est très simple, vous le reconnaissez. Amélie Poulain. Et voilà, oui, c'est ça. Vous adaptez la couverture de votre bouquin préféré à une situation et ça donne des effets d'optique très sympas. Voilà, le blog, je vous le conseille, et ça s'appelle Corpus Libris. C'est un Tumblr qui a été donc monté par des libraires et qui est alimenté tous les jours par des libraires qui s'amusent bien. Voilà pour ce blog. Merci beaucoup, Rudy. Merci. Mardi 4 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Ce matin, le président russe s'est mué en chef de guerre 48 heures après l'entrée de son armée en Ukraine, dans la région orientale et en Crimée. Notez que de nouvelles bases militaires ukrainiennes sont également encerclées. 16 000 soldats russes se trouvent désormais sur le sol ukrainien. La rumeur d'un ultimatum russe à l'adresse des Ukrainiens a été démentie. Aucun incident n'a été signalé cette nuit. Sur le front diplomatique, les Occidentaux accentuent les pressions sur la Russie. Les États-Unis suspendent leur coopération militaire avec Moscou. Washington et Bruxelles menacent par ailleurs les Russes de sanctions économiques. À la Maison-Blanche, 3 heures d'entretien hier soir entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Le président américain a appelé le Premier ministre israélien à prendre des décisions difficiles pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. De son côté, Netanyahou a estimé que, contrairement à son pays, les Palestiniens n'avaient pas fait le nécessaire dans ce dossier. Enfin, l'image de ce mardi, c'est le froid, la neige et les pluies verglaçantes qui ont une nouvelle fois touché le nord-est des États-Unis. C'est décidément un hiver radical pour le continent américain. 2000 vols ont été annulés et vous le voyez sur ces images, les rues de la capitale fédérale Washington sont quasi désertes ce matin alors que la neige continue de tomber. Alors Virginie, on parle musique ce matin et plus précisément d'un clip qui fait polémique dans le monde musulman. Alors complètement, une fois n'est pas coutume, si ce n'est pas Rihanna qui pose voilée devant une mosquée, eh bien c'est Katy Perry, encore une chanteuse qui se fait remarquer avec son clip Dark Horse, qui s'attire eh bien les foudres des musulmans. Alors il a été jugé comme blasphématoire par de nombreux musulmans, du moins c'est le rapport qui a été fait par le journal arabe Al-Bawaba. Alors dans cette vidéo, la chanteuse interprète le rôle d'une reine égyptienne qui rejette chacun de ses prétendants en les réduisant eh bien, en poussière. Jusqu'ici rien de très choquant, sauf qu'un de ses soupirants apparaît à l'écran avec un collier où il est inscrit Allah, Dieu en arabe, je ne vous l'apprends pas, et ce avant d'être brûlé et transformé en grains de sable. Alors on le voit sur cette photo, ça c'est juste avant d'être transformé en grains de sable. Alors après visionnage de cette vidéo, une pétition a été lancée sur le net et signée très rapidement par plus de 37 000 personnes qui demandent eh bien, la suppression de cette vidéo sur YouTube. Alors demande non acceptée, nous avons les images, je vous propose tout de suite de regarder le clip. Mark my words, this love will make you levitate like a bird without a cage. Down to earth, if you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or no, no maybe. So just be sure before you give it all to me, all to me. Give it all to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. I
c'est un joli clip pour se faire remarquer, mais ce n'est pas la première fois que la chanteuse se retrouve face à des groupes religieux pour ce même morceau. Certaines personnes évoquent que le satanisme est trop récurrent à travers les paroles et le clip. Alors est-ce que c'est de la provoque, de la propagande ou juste une envie de choquer? Bien, on ne le sait pas, mais la chanteuse risquerait de s'exprimer très prochainement. Elle l'a pas encore fait, aucune réaction. Elle ne l'a pas encore fait. Mais ce ne sont pas uniquement les musulmans qui se sont plaints, puisque ce clip a été dénoncé par de nombreuses associations et Katy Perry avait interprété ce titre aussi lors des Grammy Awards. Et ce qu'il s'est passé, c'est que durant sa prestation, la chanteuse de gospel Nathalie Grant avait carrément quitté la salle puisqu'elle s'est sentie offensée par ce show. Voilà pour ce clip qui fait polémique. Retour en Israël avec un orchestre israélien qui a troqué ses instruments contre des jouets. Exactement, alors on passe à un tout autre contexte. Ça paraît étrange, mais on le sait, les Israéliens adorent innover. Alors au programme guitare, tambour et clarinette en plastique pour faire de la musique. C'est l'idée d'un homme qui s'appelle Igor Krutogolov. Il est musicien professionnel. Il a décidé de réunir des passionnés de jouets. Ce ne sont pas des musiciens. Et puis ils ont créé ensemble un orchestre plutôt atypique qui s'appelle le Karaté Ben Toy Orchestra. Alors bien que les instruments... Le karaté. Pourquoi ça a un rapport avec le karaté? Rien à voir. Ils ne sont pas en train de se battre pendant qu'ils jouent de la musique, je vous rassure. Des jouets, quoi. C'est juste un nom, voilà. D'accord. Alors bien que les instruments de musique en plastique étaient un must-have il y a plusieurs années, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de les trouver. Je pense que vous le savez puisque vous avez un enfant. Ah mais pour mon fils, moi je cherche ça jour et nuit. C'est compliqué. Alors justement, avant on en faisait beaucoup, mais aujourd'hui il y a trop de super-héros, il y a trop de super jouets et du coup on oublie les instruments. Les parents qui ont contesté qu'ils voulaient plus d'instruments de musique pour les enfants. Je suis pas sûre parce que même les super-héros crient toute la journée et toute la soirée. Donc, parce qu'un xylophone et un enfant de 2 ans, je vous conseille pas de rester plus d'une demi-heure. C'est sympa, les ambiances concerts avec les enfants. Moi, franchement, j'en ai déjà fait avec mes neveux. Je peux vous dire que c'est très sympa, ça met l'ambiance. Enfin bref, pour revenir à cette histoire, l'homme de 38 ans est israélien. Il est venu d'Ouzbékistan. C'est ça. Il a réussi à créer un genre de musique plutôt original. Il mixe musique yiddish, qui est donc la musique juive d'Europe de l'Est, punk et métal. Ça paraît assez étrange, mais avec ça des fonctionne. Jouets. Avec des jouets. Il a réussi à se créer une famille aussi grâce à ce petit groupe. Bref, on va laisser les détails de côté. Je vous propose tout de suite peut-être de les découvrir en musique et en images. Je suis assez déçue de ne pas avoir emmené mes instruments en plastique. On aurait pu essayer de faire le show en live. Alors je vous rappelle que ce ne sont pas des musiciens et vous voyez, c'est quand même assez sympa. Alors pour ceux qui sont à Tel Aviv, ils sont en concert plusieurs fois par semaine. À 20h, Barbara, ça vous intéresse? Comme ça, vous pourrez y ramener votre bébé. D'accord, c'est noté. Pas sûr que j'y aille. Vous Rudy? aimez? Vous aimez? C'est pas mal avec des instruments. Ça rappelle un peu les Poubelle Boys qui faisaient comme ça aussi de la musique avec la batterie avec des poubelles. Oui, mais là c'est vrai que c'est plus destiné aux enfants. C'est ça. Allez, on termine avec de la musique encore et toujours et un morceau qui a été dévoilé tout récemment au public. Effectivement, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, il s'agit du groupe Coldplay. Ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Le groupe a partagé un message sur les réseaux sociaux la semaine dernière, laissant les fans sur le qui-vive. Alors une chanson qui était encore inédite la semaine dernière, dévoilée à minuit, heure d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Alors ce nouveau titre s'appelle Midnight, c'est l'extrait d'un 6e album à venir pour le quatuor rock. Alors après 3 ans de grand calme, on n'avait pas beaucoup entendu Coldplay, si ce n'est que ce morceau Atlas du film Hunger Games que l'on a pu entendre. Allez, je vous fais plus attendre, je pense qu'on va l'écouter dans un instant, mais c'est la fin de cette édition. On se dit donc au revoir. Merci Virginie, merci Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Passez une très belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec Coldplay.